Sécheresse, maladies, incendies, notre forêt souffre. Les arbres couvrent un tiers de la planète et aussi un tiers de la France. Ils sont indispensables à notre survie. Mais comment les protéger, les soigner et aussi préparer la forêt de demain? Voilà un chêne qui est mourant. Il a encore quelques feuilles, mais il va mourir très rapidement. Donc je prends son diamètre. Donc par classe de diamètre, c'est un 35. Je le pointe. Donc avec un outil très traditionnel. Et je lui mets un trait de peinture pour que le bûcheron qui viendra l'abattre le voit de loin. Abattre un arbre condamné, c'est toujours un crève-cœur pour Alexis Hachette. Et lorsqu'il lève la tête, c'est pour compter les victimes. Derrière moi, on a un hêtre dont le feuillage est très déficitaire. L'écorce est tombée, donc son pronostic vital, il est engagé. C'est une question de compte à rebours. Il va mourir, c'est certain. Nous, on ne fait que passer par rapport aux arbres. C'est mon arrière-grand-père, quoi. Mais bon, il est mort, mon arrière-grand-père. Cet arbre, il est vivant. Enfin, il est en train de mourir, il est en phase terminale. Alexis parcourt la forêt de Vierzon depuis 30 ans. Et chaque jour, il prend la mesure des ravages de la sécheresse. Il faut s'imaginer qu'ici, il y a une trentaine d'années, on ne voyait pas le ciel. Le couvert forestier était complètement fermé. Aujourd'hui, on a ces énormes clairières qui se sont créées et ces arbres morts. Donc on a un phénomène qui progresse par à-coups de dépérissement et de trouées qui s'agrandissent. Depuis cette année, l'ONF quantifie le dépérissement des forêts. À partir de 20% d'arbres morts, un plan de gestion de crise est déclenché. Agir, c'est aussi prévoir. Nous sommes près de Montargis à l'INRAE, l'Institut de recherche agronomique et environnementale, sur le site de l'Arboretum des Barres. Ici, les scientifiques travaillent à partir des modèles du GIEC et de Météo France pour prévoir l'évolution de la forêt en fonction du réchauffement climatique. Et pour le chêne Cécile, majoritaire dans la région, l'avenir est sombre. Dès 2050, son aire de répartition et son aire favorable se sont fortement réduites. Et qu'en 2070, donc on voit que c'est même défavorable à sa croissance et à sa survie dans la plupart de la France. Au niveau du changement climatique, c'est pas, il n'y a pas matière à réjouissance. Il faut agir et agir vite. Agir, c'est le dispositif Optimix, mis en place par les chercheurs de l'INRAE pour étudier l'impact du changement climatique sur les arbres dans la forêt d'Orléans, la plus grande forêt publique de France. Une délégation de sylviculteurs normands a fait le voyage pour voir cette expérience unique en Europe, destinée à les aider dans leur choix de plantation. La forêt d'Orléans, qui compte 55 000 hectares, elle évapore par jour 1,5 million de mètres cubes d'eau en saison estivale et un jour ensoleillé comme aujourd'hui. Et ce volume d'eau correspond au volume de 500 piscines olympiques. Nathalie Korboulewski, la responsable du projet, emmène ses visiteurs dans l'une des 33 parcelles d'observation disséminées en forêt d'Orléans. Ici, par exemple, une fosse a été creusée pour mesurer l'eau en sous-sol. On pensait déjà être très bas et très sec, avec des niveaux d'autour de 30% d'humidité dans l'argile, alors qu'on a atteint, on est arrivé à plus bas encore les années d'après. On est encore plus sec. Donc le bloc, là, c'est de plus en plus dur et de plus en plus difficile aux racines à percer à travers et aller chercher l'eau plus en profondeur.
La forêt privée représente 80% des forêts françaises. Chez ses propriétaires, l'inquiétude grandit, d'autant que la gestion des arbres est aussi pour eux une source de revenus. J'avais jamais vu une situation pareille. Là, les pins sylvestres, ils vont quasiment tous disparaître. Donc, là, on a fait des kilomètres dans la forêt. Là, il y a un vrai cataclysme dans cette forêt-là, ça c'est clair. Concrètement, on peut avoir des peuplements qui peuvent disparaître dans 10-15 ans si on fait des bêtises, si on met de mauvaises essences, etc., qui ne sont pas adaptés au sol, etc. Certains propriétaires privés ont préféré anticiper d'éventuelles catastrophes climatiques. Ah oui, là vous avez des beaux Douglas. Geoffroy de Montcuis possède 160 hectares de forêt en Sologne. Il y a 7 ans, il a planté un millier de chênes pubescents, une espèce méridionale, en remplacement du traditionnel chêne Cécile. Là j'ai 2 feuilles. J'ai une feuille de chêne pubescent, probablement du sud de la France, d'origine du sud de la France. Et c'est une petite feuille très, très découpée, alors qu'ici vous avez la feuille du chêne traditionnel de notre région, le chêne Cécile, qui est beaucoup plus large et beaucoup moins échancré. Et la différence, c'est que lui pousse bien dans les régions méditerranéennes, c'est-à-dire on sait donc qu'il se contente d'une humidité beaucoup plus irrégulière et surtout beaucoup plus saisonnière, alors que le chêne Cécile, il est habitué à avoir une hygrométrie plus régulière tout au long de l'année. Ce chêne du Sud sera-t-il le nouveau roi des forêts tempérées? Réponse dans un siècle et demi. En attendant, les jeunes pousses sont couvées par leurs propriétaires. On a cru qu'il était mort, mais il est bien parti. Je laisse les deux. Tant qu'ils ne se gênent pas, c'est l'avenir. Non, là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Les chênes pubescents ne sont pas les seules essences méditerranéennes plantées par le sylviculteur. Ces jeunes cèdres de l'Atlas ont une quinzaine d'années et semblent se plaire dans la terre pauvre de Sologne. J'ai coupé les branches et je continue à les couper progressivement. Vous voyez d'ailleurs très bien là où il y avait une branche. Et dans 30 ou 40 ans, on ne le verra même plus. C'est comme ça qu'on a un beau bois sans nœud. Un cèdre qui devra néanmoins trouver des débouchés à la commercialisation. Vous vous faites faire une maison traditionnellement, elle est en briques ou en parpaing. Maintenant, de plus en plus, votre maison, elle est en bois si vous le voulez. C'est une nouvelle utilisation du bois qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années et qui est en plein développement maintenant. Et bien, je pense que le cèdre peut rentrer également dans cette nouvelle utilisation de construction de maisons. Je ne pense pas qu'on s'en tirera simplement avec quelques exemples à droite à gauche. Il faut transformer chaque sylviculteur en un acteur du renouvellement de la forêt. C'est ça tout l'enjeu pour l'avenir. Parce que n'oubliez pas que la forêt privée française, c'est quand même plus de 12 millions d'hectares. Donc il y a du travail devant nous. Nous retrouvons Nathalie et Camille, les scientifiques de l'INRAE, au cœur de la forêt d'Orléans, dans une des parcelles dédiées au projet Optimix. Cette étude exceptionnelle par son ampleur croise plusieurs critères comme la densité des arbres, les mélanges d'espèces ou la présence de grands animaux pour connaître leurs conséquences sur le fonctionnement de la forêt. C'est des arbres qui vivent longtemps, jusqu'à 180 ans pour les chênes. Donc ce qu'on veut voir, c'est aussi leur évolution, comment ils réagissent à des événements climatiques ponctuels pour l'instant, mais peut-être récurrents, qui vont se répéter plusieurs années de suite, dans 5 ou 10 ans. 9200 arbres sont cartographiés et connectés, plusieurs centaines par parcelle. Je télécharge des données là, que nos ordinateurs, on va dire de terrain, qui sont reliés à différents capteurs environnementaux. Aujourd'hui, c'est à peu près 800 capteurs qui travaillent, qui enregistrent 15 000 données par jour. Donc à l'année, ça fait un petit 5 500 000 données. Donc qu'on récupère et qui nous permettent après
de comparer les différents peuplements ou différentes sylvicultures qu'on peut avoir sur le dispositif Optimix. Ah, il faut que je sois plus à droite. Ouais, c'est bien. C'est bon? Ah ouais, c'est bien. Pour terminer, nos scientifiques lâchent leurs ordinateurs au profit de ce lance-pierre géant qui permet de récolter des feuilles ou des aiguilles au sommet des arbres. Camille a ramené des feuilles de chêne pour mesurer en laboratoire la réaction de l'arbre en période de sécheresse. Là, on est en train de mesurer le stress hydrique des arbres. Donc, c'est lié donc, aux températures, aux canicules, aux sécheresses. Et plus on a d'événements successifs comme ça, ou longs, plus l'arbre il est stressé. Et donc une des façons de le mesurer, c'est de mettre des feuilles sous pression et d'observer la sortie de la sève. On a mesuré donc avec cet appareil-là des pressions allant jusqu'à 25 bars, alors que sur un arbre moins stressé, on va être autour de 5 bars. Démarrée il y a 6 ans, cette étude permettra de tirer des conclusions seulement dans quelques dizaines d'années, à l'échelle de la vie d'un arbre. En forêt de Vierzon, Alexis Hachette, le responsable de l'ONF, se désole tous les jours des ravages de la sécheresse. On n'a pas pris la bonne mesure du phénomène globalement. Ce qui me fait dire ça, c'est que si on l'apprenait, on changerait de façon de vivre. En fait, le débat, il est plutôt à ce niveau-là. Vivre d'une façon plus ancrée dans la nature, alors qu'aujourd'hui, l'humanité, elle vit majoritairement en ville. Elle est coupée de la nature, et ça, c'est dommage. Il y a peut-être un mouvement qui s'amorce en ce sens. Ça va devenir probablement une nécessité. Dans un siècle, nos forêts auront sans doute radicalement changé. D'autres variétés d'arbres les peupleront, plus adaptées au changement climatique. En attendant, il faudra composer avec un dépérissement qui va s'accentuer au fil des ans.